Là, j'entends la voix, mais j'ai pas l'image. Ça y est. Voilà. C'est super. Bonjour, Henri. Bonjour, comment vas-tu, Pierre? Eh bien, impeccable. À Albi, il fait très beau, une journée estivale comme l'on aime, Et à avec le Fourvière, soleil. même chose à 1500 mètres d'altitude. Ah ben oui, mais un peu plus frais peut-être. Un peu plus frais, mais le soir, quand il n'y a plus de soleil. Bon. Les champignons commencent un peu ou pas, les Ah, ils cèpes? sont déjà venus et on les attend pour un peu plus de temps. Faudrait qu'il pleuve et qu'il y ait un peu d'humidité. Bon, oui, parce que c'est vrai que ça manque un peu d'eau. Je suis allé faire un petit tour dans les bois, Ouais, malgré quelques orages passés la semaine dernière. ouais, euh, c'est un peu sec, hein. Alors, ouais. je regarde un peu, il y a plein un peu de gens qui arrivent. Oui, oui, oui. Voilà. On va attendre quelques instants peut-être pour Tout à que, fait, tout à fait. avant de dire bonjour à tout le monde. Voilà. Tu vois Mais que non, Ah, ça démarre pas. tu utilises voilà. ton lien à toi. Bon, je vais sortir. Tu as un lien particulier. S'il y a un lien, Christine, pour les questions, tu vois. D'accord, d'accord. Bon. Je te vois un tout petit peu flou. Ah, Là, tu as disparu. ben oui, j'ai écrit la déconnexion semble lente pour le moment. On entend que la voix, je te traduis parce que c'est écrit en anglais. As D'accord. soon as your connection goes back to normal, bientôt elle va revenir à normal. Bon, The attends. video will be reactivated et la vidéo sera réactivée. D'accord. Est-ce que je relance? Qu'est-ce que je fais là? J'attends. Elle va se réactiver toute seule, peut-être, hein? Normalement, et je te lis, tu vois, your connection seems slow at the moment. C'est-à-dire, la connexion semble lente pour le moment. So you're on the audio mode. On est seulement en mode audio. As soon as your connection goes back to normal. Bientôt, votre connexion reviendra à la normale. The video feed will be reactivated. Bon, la vidéo sera donc réactivée. Mais là, ça fait le temps que je traduise, ça ne s'est pas encore réactivé, hein. Non. Moi, je ne reçois rien du tout, là. Qu'est-ce que tu vois, Christine? Ah, ça y est. Moi, je te vois là. Moi, je Moi suis aussi. à zéro. Tu Voilà. es connecté. Donc là, on se voit tous les deux. Tu es sur Pichet et est-ce que tu es sorti de Google? Bah, évidemment, là, Là, on a reperdu la connexion. Reperdu, oui. Euh, je lance une vidéo. Je vais voir si elle part quand même. Par exemple, si je fais play la vidéo. Est-ce que Oui, tu la vois, la vidéo? je la vois, oui. Je suis né dans la ville d'Aubagne, Oui, je la le vois. Garlaban Je suis couronné né de dans la ville chèvres au temps d'Aubagne, des derniers février. Garlaban couronné de chèvres au temps des derniers chevaux. Et là, j'ai la connexion qui est entre nous qui est pas bonne pour l'instant. C'est Pagnol. Première image de Pagnol. Mon père voulait que je fusse professeur, de façon à marquer une étape, n'est-ce pas? Dans ma famille, où il y avait 8 instituteurs, mes oncles et mes tantes et mon père, je devais être professeur à tout prix. Tu as commencé par être professeur, oui, mais très rapidement tu es devenu auteur dramatique. Il y avait donc là une vocation, et cette vocation, elle ne s'est pas manifestée. Je voulais être écrivain, tu Tu comprends. reviens, Pierre? Lorsque j'étais jeune, je faisais des poésies. Oui, la connexion est Je faisais des revenue. déclarations d'amour, même pour mes camarades, quand ils étaient amoureux. Oui. Et on me payait avec des caramels mots. Tu comprends? Après, j'ai voulu Tu écrire des reviens, romans. Pierre? J'avais écrit Donc, c'est bon, c'est revenu. Je crois que c'est bon. Et Christine aussi, c'est bon pour toi? moi, c'est bon. Oui. On dit que c'est la connexion de Pierre qui pose un peu des problèmes. Bon, mais si tu veux, moi je peux partir. Je pense que quand même, là je suis avec Mozilla comme navigateur Internet. Je te propose de quitter et que je reparte avec Chrome, qui est plus rapide. Attends, on demande à Joma. Parce que je trouve Chrome plus rapide, hein, toujours. Il y a déjà 143 personnes. Il demande s'il ne va pas sur Chrome parce que c'est plus rapide. Il dit que sur Chrome, c'est plus rapide. Pierre. Il ne faut pas changer, hein. Non, il veut pas que tu Non, changes. non, ça va s'accélérer. Il dit que ça va s'accélérer. Parce que moi j'ai la fibre, hein. Je suis branché avec la fibre. Bonsoir des Deux-Sèvres. Voilà. Bonsoir les Deux-Sèvres. Il dit qu'il est avec la fibre, là. Oui, je suis branché jusqu'à la fibre. Donc la rapidité de la connexion. Ça devrait aller.
Il faut démarrer? Oui. Si tout va bien. Ah bon, d'accord. Qu'est-ce qu'il dit? Bonsoir des Deux-Sèvres, on est déjà sur l'air et donc tout le monde vous voit. Tout le monde nous voit. Voilà. Mais nous, non, mais bon, on pense que vous êtes derrière votre écran, on pense à vous. Il y a 147 personnes. Bonsoir de Vendée. Vendée, Bonsoir des Deux-Sèvres. Deux-Sèvres, D'Île-de-France. Île-de-France, C'est bon, je reçois un PEC. Bonsoir de Reims, de Liège. Bonsoir. Bonsoir. Ah oui, c'est vrai, ça s'affiche sur le côté. Oui. On vous voit, on vous entend, de Niort. Bon, il y en a d'Aubagne. Bien. Bonsoir Aubagne, Du 30 la ville natale de Marcel Pagnol. de Rawdon au Québec, bonjour, de Paris, Québec. de Calvados, Québec. de Montpellier, de Saint-Gildas, d'Amiens, de Genève. C'est extraordinaire. À Paris, pas d'image. Oh, il faut relancer le lien. Bonsoir d'Aubagne, bonsoir de Guadeloupe, ou plutôt bonjour de Guadeloupe, de Belgique, du Béarn, de Nice, du Champ de Mars à Paris, Sainte-Marie-de-la-Mer, Nice, tout marche bien, merci, de Toulouse, super, tout est OK, de Nice, Ça marche bien. ça marche. Marcel Pagnol serait émerveillé de cette technique. bien sûr. Ça, quand on lui posait la question qu'est-ce qu'il aurait aimé être, il aurait dit n'importe qui à l'an 2000. Et je trouve que là, il serait heureux d'être derrière l'écran à notre place. Bonsoir de Lyon, 51, Il y a toujours des nouveaux arrivants, alors on attend un peu. Saint-Prix, D'accord. Perpignan, c'est pas loin, Célestat, c'est plus haut ça. C'est l'Alsace. Schlestat. Alors à Paris, toujours pas d'image. Bonsoir du Québec, de Guyane. Je vois quand même un bonsoir de l'Île-de-France. Oui, oui, Donc peut-être qu'à Paris, ils vont la voir sous peu. arrivé, oui. Bonsoir des Yvelines. Pas loin. Oui, alors ça va. Saint-Barthélemy. C'est pas tout près. Québec, de nouveau. Du Maroc. Mais ça arrive. De plus en plus de personnes arrivent. Oui. C'est la fin du week-end. On est à 131. Bonsoir de l'Aude. Voilà. Bonsoir des Ch'tis. Du Nord. Non. Charenton. Paris 17e. Ah voilà, donc Paris marche. 2 fois 17. Voilà, il y en a qui ont un peu de mal, mais dans l'ensemble, Morbihan. Quelqu'un qui est à Paris, qui vous voit et vous entend très bien. Bon, alors c'est... Donc ça avance bien. Bonsoir du Midi. Image et son à Paris, tout va bien. Ouais. Bonsoir Bon. Montpellier. Super. On attend encore quelques instants. Oui, oui. Et après, on démarrera. Voilà. Fontenay-le-Fleury. Voilà. Oui. Bon. Ouais, c'est bien. 165. Voilà. On va peut-être démarrer alors? Oui. Bien, écoutez, bonsoir à vous tous et à vous toutes qui êtes déjà branchés. Merci d'être là et d'abord, pardonnez-nous pour l'échec technique que nous avons eu il y a 48 heures lorsque nous n'avons pas pu nous connecter correctement et nous avons reporté à ce dimanche soir, qui est un dimanche en même temps de début de vacances pour beaucoup de personnes
Et pour la première fois, nous avons décidé à l'association Famille Santé Prévention de faire un webinaire un petit peu original. Vous savez que nous sommes très branchés sur la santé, la nutrition, la prévention des cancers, mais nous nous sommes dit que selon ce que préconise l'Organisation mondiale de la santé, la santé, ça n'est pas simplement la santé du corps, c'est aussi celle de l'esprit et celle de la relation. Et donc, pour la première fois, nous lançons un webinaire assez original avec Pierre Laure, que je vous présente, que certains d'entre vous connaissent. Ils l'ont vu puisque nous avons fait un webinaire que je vous conseille d'ailleurs de voir sur l'hypnose, qui a été un webinaire extrêmement intéressant sur qu'est-ce que l'hypnose, quelles sont les indications chez les personnes qui ont des problèmes de santé, et on s'est bien rendu compte que l'hypnose est un élément de la santé. Donc, l'hypnothérapeute est un professionnel de santé. C'est ce qui est perlant, mais il est en plus de cela un acteur et un metteur en scène. Et c'est un passionné de la vie de Pagnol, parce qu'il va vous en parler d'une manière extrêmement compétente. Et pourquoi avons-nous choisi Pagnol? Eh bien, parce que c'est un amoureux de la vie. C'est un homme universel, vous allez le voir, c'est pas simplement un homme enfermé sur, je dirais, son coin provincial, natal, mais c'est un homme qui va nous apprendre beaucoup sur la vie dans ce monde présent. Nous allons le faire revivre avec vous. Alors Pierre, un grand merci d'être avec nous ce soir et tu vas nous passionner avec Marcel Pagnol. À toi la parole. Ben, merci Henri de cette présentation et bon, je tiens à te remercier effectivement de me faire venir pour parler de Marcel Pagnol que beaucoup de personnes adorent et tant il apporte encore beaucoup de choses à beaucoup de personnes. Et je tiens à remercier aussi surtout Nicolas Pagnol qui nous a aidés donc dans la mise en place de ce webinaire. Donc merci Nicolas pour nous avoir aidés. C'est le petit-fils. Alors oui, Nicolas, oui, excusez-moi, oui, Nicolas Pagnol étant un des petits-fils de Marcel Pagnol, le fils de Frédéric Pagnol, Frédéric étant le fils de Jacqueline Bouvier-Pagnol, avec laquelle il s'est marié. Donc, il a eu 3 enfants, Louis-Laurent, Nicolas, et enfin, je parle du Frédéric, hein, le fils de Marcel Pagnol, hein. Louis-Laurent, Nicolas et Stéphanie. Voilà donc merci à Nicolas qui gère tout ce qui est le patrimoine, la compagnie méditerranéenne de films, tout ce qui est le site Marcel Pagnol. Si vous avez des questions bien précises, il y a un forum Marcel Pagnol, c'est là qu'il faut aller. Si vous avez toutes les questions et toutes les réponses au monde de Marcel Pagnol, quant à l'homme et quant à son œuvre, il faut aller sur ce site, vous aurez toutes les réponses. Alors, oui, je rebondis sur ce que tu disais tout de suite, sur la santé, qu'effectivement, l'OMS, c'est l'article fondateur de l'OMS, c'est l'article donc premier de la définition de la santé, c'est un état de bien-être total, physique, psychique et social, et ne réside pas seulement à l'absence d'une maladie. C'est ce qui faisait dire à Francis Blanche, c'est pas grave d'être malade si on est en bonne santé. Et alors effectivement, avec Pagnol, nous allons parler essentiellement du lien social, parce qu'on l'oublie souvent, mais le lien social est aussi important que bien se nourrir, que faire du sport, qu'est-ce qu'on mange, etc. C'est très très intéressant, la nutrition, le sport. Le psychisme avec effectivement la relaxation, des attitudes spirituelles particulières, mais le lien social est très important. Hein. C'est un tiers de l'immunité. Donc ce qui est important, c'est effectivement d'avoir une hygiène de santé, c'est-à-dire une hygiène physique, une hygiène psychique et une hygiène sociale. Et ce soir, nous allons parler de Marcel Pagnol et voir quelle était son hygiène sociale, quel était son comportement vis-à-vis de lui, vis-à-vis des autres, comment il se comportait dans sa vie. Un exemple, lors d'une interview avec Pierre Tchernia à la maison, il y avait sa sœur à côté, Germaine, et qui rappelait à Pierre Tchernia, papa disait de Marcel, quand il rentre dans une pièce, il l'éclaire. Et je trouve que c'est déjà une base importante, c'est un soleil.
Et c'est ça, déjà, il a un tempérament solaire. Il irradie et dès tout jeune, il savait fédérer les autres autour de lui. Alors, je vous ai préparé quelques petites vidéos. Alors, certaines sont courtes d'une minute, d'autres, ça a été difficile de découper quand j'ai pris des extraits de films qui faisaient 3-4 minutes. Je pouvais pas couper. J'ai dû laisser la séquence en entier. Quand on va aborder des sujets au fil du webinaire. Donc le premier que je vous propose, on va juste entendre sa voix et découvrir Marcel en image. Je vous lance la première petite vidéo que je vous ai préparée. Voilà. Et je n'ai pas du tout stop vidéo. Je reviens. Est-ce que vous avez eu l'image? Pas eu l'image. Est-ce que vous avez eu l'image? Il n'y a eu que le son. Et oui, parce que je n'ai pas eu d'image du tout. Alors moi, j'ai fermé mon image. Ne la ferme pas peut-être, on va voir. Je vais relancer. Vas-y. Parce que quand j'ai lancé tout à l'heure dans le test, je lançais la vidéo, tout allait bien. J'avais l'image et le son. Et là, je me suis aperçu que je n'avais que le son. Donc, je vous relance la vidéo. Start vidéo, play vidéo, j'appuie. C'est bon. Et là, j'ai rien. Je suis né dans la ville d'Aubagne, Ah, je vois sous le pas. garlaban couronné de chèvres au temps des derniers chevriers. Là, on a une connexion lente. Hein. Là, je n'ai plus rien du tout. Bon, là, De façon à marquer une étape, n'est-ce pas? Dans ma famille, où il y avait 8 instituteurs, mes oncles et mes tantes et mon père. Là, j'ai arrêté, j'ai plus rien, j'ai plus de son. Je n'ai plus rien. Je ne peux même pas revenir, je pense que vous m'entendez. Mais je n'ai aucune image, ni d'Henri, ni de moi, et ni des vidéos. Moi, je te vois pas, mais je me vois et je m'entends. Mais je t'entends, hein. Oui, non, je me doute, mais je peux même pas cliquer sur l'icône vidéo pour me voir. Donc, je ne te vois pas, Henri. Je ne peux pas lancer la vidéo. Ça y est, je me vois. C'est reparti. On va voir si ça remarche. Je relance la vidéo. J'espère que c'était qu'un problème de vitesse de connexion. Je relance la vidéo. Pareil. Je suis né dans la ville d'Aubagne, C'est bon. sous le garlaban couronné de chèvres au temps des derniers chevriers. Mon père voulait que je fusse professeur, de façon à marquer une étape, n'est-ce pas? Dans ma famille, où il y avait 8 instituteurs, mes oncles et mes tantes et mon père, je devais être professeur à tout prix. Tu as commencé par être professeur, oui, mais très rapidement, tu es devenu auteur dramatique. Il y avait donc là une vocation, et cette vocation, elle ne s'est pas manifestée. Je voulais être écrivain, tu comprends? Lorsque j'étais jeune, je faisais des poésies, je faisais des déclarations d'amour, même pour mes camarades, quand ils étaient amoureux. Oui. Et on me payait avec des caramels mots. Tu comprends? Oui. Oui. Mais comment ça s'est manifesté? Et après, je voulais écrire des romans. J'avais écrit un petit roman que j'avais porté chez Grasset. Et j'avais été reçu par un jeune homme, dont j'ai malheureusement oublié le nom, j'étais un imbécile d'avoir oublié, qui me dit, monsieur, d'abord ça c'est trop petit pour le public comme un roman, mais je voulais vous dire un mot, vous n'êtes pas un romancier, vous êtes un auteur dramatique. Pourquoi? Parce que vous n'employez jamais de propositions subordonnées. Vous faites toujours parler les choses. Vous dites pas, il m'a dit que, vous dites, il m'a dit, et vous mettez ce qu'il vous a dit. Ça, c'est l'auteur dramatique. Tiens, peut-être. Je pense que les marchands de bois qui étaient joués à Paris
passer votre coup d'essai. Je voulais faire des tragédies en vers, je voulais faire des tragédies raciniennes. J'avais écrit une sur les amours de Catulle et de Lesbie. Là, j'avais 18 ans. Ça ne valait pas grand-chose. J'ai écrit d'autres pièces, j'ai été pris par le mouvement théâtral et je ne suis plus rentré dans l'université. Voilà, je suis revenu. Alors, est-ce que vous avez pu voir la vidéo? Oui, pour moi, oui, parfaitement. Bon, mais je n'ai pas coupé parce que je ne la vois pas du tout. Ah, elle est passée parfaitement, hein, pour moi. Elle est passée parfaitement. Bon, mais écoutez, j'en suis heureux. Je l'ai apporté jusqu'au bout, mais je me posais la question. Donc, effectivement, donc la première image qu'on a vue après le Garlaban, on a vu avec des chèvres au temps des derniers chevriers. C'est une des rares images que l'on a de son frère Paul, qui nous a quittés dans les années 30. Il avait des problèmes d'épilepsie. Voilà, il s'était fait opérer à Bruxelles et il est décédé donc dans les années 30. Et encore, Marcel Pagnol tenait sur son bureau toujours l'harmonica. Sur son bureau, il avait toujours l'harmonica de son frère Paul et la massette de son grand-père qui était tailleur de pierre, voilà, et qui lui servait de presse-papier. Ça y est, la connexion a disparu. Je t'entends toujours. Continue, Pierre. Voilà. Donc là, on se voit plus pour l'instant parce que donc la connexion est lente. Je ne sais pas si les personnes qui sont derrière leur écran nous voient. Je me vois, mais je ne te vois pas, mais je t'entends très bien. Donc continue. Bon, je continue très bien. Donc je disais oui. Donc par rapport donc effectivement la massette du grand-père sur son bureau. Donc on revient donc sur Marcel Pagnol que nous avons découvert dans la voix. Vous avez pu entendre cette voix qui est chaude, qui est bien timbrée dans le grave, bien posée, bien chaleureuse et qui porte beaucoup de présence et beaucoup d'amour. Voilà, donc on sent déjà dans sa voix cette force qu'il transmettait aux autres. C'était un grand conteur et des anecdotes, il y en a à l'appel qu'il tout au long de sa vie il les racontait, il les dispensait autour de ses amis. Et sur la fin, quand il a habité au square avenue Foch, chaque mercredi il y avait ses amis qui venaient et il parlait de ses anecdotes de films, de tournage, de montage de pièces, etc., de tout ce qu'il avait fait, de tout ce qu'il avait rencontré. Alors, je vais vous proposer de découvrir son père, Joseph Pagnol. Mais là encore, bon, je vais lancer la vidéo, mais moi là, je ne me vois plus. Moi, je ne te vois plus, mais je t'entends. Vas-y, lance la vidéo. Alors, je vais lancer pour vous montrer la seule vidéo qui existe de Joseph Pagnol. Qui a été tourné par Marcel, donc son fils, chez lui, et aussi sur le tournage de Regain. Donc je lance, vous me direz si vous voyez la vidéo. Alors vous entendrez un son audio parce que c'est une vidéo donc normalement muette. Et comme j'ai mis comme son le film de Nicolas Philibert, Être ou Avoir, qui a été primé à Cannes, avec une musique de Thierry Esquèche. Je vous lance la vidéo. Play vidéo, c'est parti. Ah, là je la vois. 5 fois 6, 25. Le pouce, le petit doigt et le pouce, ils sont tout lavés. Et là, comment tu l'appelles celui-là? L'index. Le nageur. La nuit. L'auriculaire. Quand je le voyais si intelligent et si travailleur, je me disais, mais enfin, s'il faisait autre chose que d'enseigner de petits enfants, mais il gagnerait énormément d'argent. Et le maçon du village m'avait dit, il faut savoir faire aigre au bon endroit.
En provençal, faire aigre, ça veut dire faire le... Voilà, donc faire aigre au bon endroit, voilà, comme disait le Marcel Pagnol. Et c'est vrai que ça caractérise donc socialement Marcel Pagnol, et c'est là que je reviens donc sur la santé, faire aigre au bon endroit. Si vous arrivez face à quelqu'un et que vous faites la gueule tout le temps et que ça va pas, vous êtes triste et déprimé et vous avez tous les soucis du monde et que vous montrez votre tristesse, votre aigreur, votre agressivité envers la vie, envers les autres, votre haine pour certains, malgré tous les coups durs que vous avez eus, eh bien, si vous faites pas aigre, c'est-à-dire si vous faites pas levier de ce comportement, ben vous aurez en face fatalement un retour, ben on va vous laisser de côté ou on va vous renvoyer de l'attention, etc. Et donc effectivement, Marcel Pagnol savait faire aigre dans le sens qu'il savait se montrer le meilleur de lui-même devant les autres, même dans les pires moments de sa vie. Parce que c'est quand même quelqu'un c'est un homme qui a connu les pires souffrances. Il a perdu sa fille à l'âge de 4 ans, donc à l'âge de 3 ans, à 54, à Monte Carlo. Bon, il avait perdu sa mère très jeune, il a perdu son frère, c'est un ami d'enfance comme Lily Desbellons, dont il nous parle dans La gloire de mon père. Je vous montrerai dernièrement la dernière vidéo dessus. Et malgré ses coups durs, Marcel a toujours été a tout le temps balancé le meilleur, hein, et il passe toujours, et on le voit dans son œuvre d'ailleurs, hein, dans son œuvre systématiquement, quand on a quelque chose de dramatique, il le modifie systématiquement, arrive le rire, d'accord. On le voit, par exemple, je peux vous montrer. Je vais vous montrer une petite vidéo pour vous illustrer ce propos. Voilà, c'est amusant. C'est au petit déjeuner dans Marius. Hein, dans Marius, César et Marius sont au petit déjeuner. Et il parle Marius est parti la nuit, il est allé voir Fanny. Il allait oublier sa ceinture chez Fanny. La mère de Fanny était rentrée et s'est aperçue que Marius était au lit avec sa fille, et que la ceinture trônait sur la table, elle prend la ceinture et elle l'amène à César, au père. Il lui explique ce qui se passe. Et le matin, au petit déjeuner, César parle à son fils et lui fait un peu la leçon de morale. Et c'est là où il est tiré d'ailleurs la célèbre, même ce beau mot d'auteur, où il dit l'honneur c'est comme les allumettes, ça ne sert qu'une fois. Et là on a un élément au départ, bon, on va pas voir toute la scène, hein, mais on a un élément qui est rire, qui est la ceinture. On sait que César l'a dans la poche. C'est l'idée, il va s'amuser, alors tu n'as pas acheté la ceinture, etc. Il l'asticote un peu, etc. Donc ça amuse tout le monde. Et à la fin, et il explique que l'honneur c'est comme les allumettes, ça ne sert qu'une fois. Il s'en va et il sort la ceinture de sa poche, il jette la ceinture sur la table. On passe du rire au drame en une seconde. Voilà, il dramatise en une seconde du rire au drame. Et il fait l'inverse sur d'autres. On va passer celle-là d'ailleurs. Et je vous donnerai une anecdote après celle-là. Regardez bien. Je vous donnerai une anecdote après. Regardez bien le jet d'olive, parce que au niveau nourriture aussi, là on peut en parler. On a le petit déjeuner. Avec César, qu'est-ce qu'il mange? Voilà, on a le déjeuner à la fourchette. Hein, on va le voir. Je vous laisse regarder et on en parle après.
Je reviens. Voilà. Je reviens donc, ça y est, Henri. Oui, Donc, on voit bien le jet des olives chaque fois. oui, alors il y a un truc qui est amusant, effectivement, beaucoup de gens ne le savent pas. C'est une anecdote. Je ne sais pas si vous avez remarqué, le son du noyau d'olive est très fort. Et il est même presque plus fort que le dialogue, le bruit de l'olive qui touche le sol. Est-ce que tu sais pourquoi? Non, mais tu vas nous le dire. C'est une anecdote qui est jolie, ça va être amusante. On est au début, donc c'est un des premiers films de cinéma parlant. Et le problème du cinéma parlant, c'était surtout le son. Hein. Donc, comment enregistrer le son, avoir une qualité sonore intéressante. Et donc, quand il tourne Marius, sous la direction d'Alexander Korda, c'était pour la Paramount, produit par Bob Kane, et l'ingénieur du son, au tournage, dès la première prise de vue, va voir Marcel Pagnol et Alexander Korda en lui disant mais on a un gros problème, je peux pas enregistrer la voix de Rému. C'est impossible. Alors là, Rému est parti dans une colère, mais Alexander Korda a dit écoutez, c'est un grave problème parce que Rému, on ne peut pas le changer, mais oui, mais vous, oui, on peut vous changer. Donc il a dû essayer de faire le mieux possible. Et donc il y avait un peu de tension entre Rému et l'ingénieur du son. Et il faut savoir donc que c'était au tournage de cette scène. Et on voit César, donc Rému, qui jette l'olive. Ce qui est curieux parce que normalement quand on mange un noyau d'olive, on le pose dans l'assiette. Pourquoi le jeter par terre? En plus, quand on est patron d'un bar, c'est idiot. Pourquoi le jeter? Parce que en fait de compte, César, il visait le micro de l'ingénieur du son. Et alors c'est amusant parce que dans le premier plan, on le voit de face, il est en fond, César. On le voit, il jette à droite, il jette par terre à droite. Et après, dans le contre-champ, on a un raccord à 30 degrés. Hop, là, le noyau, hop, il le jette vers le haut. Parce que là, il prend la perche. Donc, c'est amusant parce que là, on voit la force du jeu de César où il joue naturellement et en fait de compte, il s'amuse contre l'ingénieur du son. Voilà. Donc, alors là, on pourra venir sur le petit déjeuner. On a un petit déjeuner classique à la fourchette. Hein, c'est-à-dire, Marius, donc Pierre Freinet, lui, il était au café au lait avec 2 croissants. Ça, c'est la représentative de la jeunesse. Mais l'homme, qu'est-ce qu'il mange? Il est à la fourchette et il mange la tranche de boudin ou de jambon ou de viande, un filet avec 2 œufs, un filet de vinaigre, un morceau de pain, quelques olives, un peu d'oignons frais, etc. Voilà un peu la nourriture provençale. Donc voilà, c'était juste une anecdote, une petite anecdote, voilà. Bon, mais on peut revenir sur quand même le caractère de Marcel Pagnol, où il nous livre quand même un peu son caractère. Je vais vous montrer, il le dit, en parlant généralement des Provençaux. Il parle des Provençaux, et là il se dévoile. Je vous lance la vidéo qui dure 30 minutes. Pierre. Les vidéos ne passent pas du tout, ni le son, ni les vidéos. On vous voit tous les deux, on vous entend, mais les vidéos ne passent pas. On demande à Jean ce qu'il faut faire. Là, je peux pas. Elles seront sur le replay de toute façon. Hein. Donc, si elles passent pas, elles passent pas. Hein. Ouais. Nous nous excusons de problèmes techniques, mais c'est vrai que. Pas très facile, oui. Non, parce que c'est vrai que. Pour les réseaux, et peut-être que à ces heures-là, il y a trop de trafic sur les réseaux. Ça serait trop lourd sur les réseaux à ces heures-là, je ne sais pas. Bonjour. Oui. Alors, il semblerait que les gens disent que. Je te passe Christine. Oui. Pas de vidéo, pas de son. Je peux voir, hein. Oui. C'est juste pour les vidéos. Hein. Oui, il y a quelqu'un qui peut voir, il y a quelqu'un qui ne peut pas le voir. Ah bon? Ça dépend. Hein. Ouais. Moi, la plupart de ce que je vois, c'est que je ne vois pas les vidéos. Certains ont le son,
mais pas la vidéo, et d'autres n'ont ni l'un ni l'autre. Voilà. Donc, j'ai dit qu'on mettrait les liens des vidéos sur le site plus tard. Mais voilà. Bon, on continue. On continue alors. On continue, Pierre. Oui, mais c'est vrai que bon, le souci, c'est que comme, si tu veux, les propos s'appuient, s'illustrent sur des vidéos, si on peut pas les voir, ça devient un peu difficile. Certains les voient, d'autres non. Oui. Donc, on les mettra sur le site de toute façon, toutes ces vidéos. Donc, certains voient, d'autres non. Ça dépend pas de nous. C'est un problème technique. Donc, on continue. D'accord. Et on les mettra sur le site de toute façon. Donc, on fait comme si tout le monde les voyait. Oui. Hein, et les personnes donc qui ne voient pas les vidéos les retrouveront. Voilà. Et donc oui, donc je disais donc par rapport à Pagnol, sur revenir sur son comportement, parce que qui dit lien social dit le comportement, c'est-à-dire la cognition, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je ressens, quelles sont mes émotions, et comment je les donne, comment j'échange avec les autres. Et donc là, Marcel, on a un petit extrait de Marcel Pagnol qui nous parle. Donc on va le voir. Il parle des Provençaux, mais c'est en général, c'est vraiment, il se dépeint. Voilà, je vous le passe. Ça y est, je suis revenu. Tu es revenu. En espérant que tout marche bien. On continue. Donc, on continue. Bon, s'il y a des questions, effectivement, s'il y a des questions, si des gens veulent poser des questions, oui. Hein, y a pas de souci, on peut, moi je continue, mais si quelqu'un veut poser des questions, on peut y répondre. Hein. Pierre. Oui. Il faut que tu dises à Jom, à la technique, de lancer la vidéo. C'est pas toi qui la lance, c'est la technique. Il pense que ça passera mieux. D'accord. D'accord, donc il t'écoute et dès que tu le dis, d'accord. Vidéo, donc je donnerai à Jom le nom le titre de la vidéo que je pense lancer et il lance la vidéo. On va faire comme ça. Superbe. Ah, et là j'ai plus rien. Moi je t'entends mais je ne te vois pas. Bon, mais ouais, moi c'est pareil, on s'entend mais on se voit pas. Donc c'est un peu perturbant, c'est vrai, ces pertes de connexion, vidéo et audio, mais il faut faire avec. Donc oui, je voulais dire pour revenir donc sur ce caractère provençal, ça c'est un caractère bon en général, mais c'est vrai qu'il faut le ramener à Marcel Pagnol, ce côté très pudique au niveau des sentiments. Maintenant, Marcel, c'était quelqu'un qui c'est quelqu'un qui est extrêmement positif. Et il est positif dans l'instant. C'est-à-dire que tout le temps, même dans le travail, dans la réflexion, il fait attention à ne pas être dans quelque chose un peu négatif ou déprimant. Par exemple, là je vous lis, quand il nous parle de ses studios, il écrit, on le voit sur son manuscrit, il commence à écrire
pour éviter le grave problème de la distribution, et là, il rature le mot pour éviter. Et il met à place, en fait, pour résoudre le problème de la distribution, j'ouvris des agences publicitaires à grandes villes de France. Et ça, c'est vrai que, voilà, on rentre dans sa pensée intime, où il fait attention à être toujours bienveillant et être chaleureux et être positif dans ses propos. Voilà. Donc, toujours trouver la solution face à une difficulté. Et ça, voilà. c'est un point très intéressant dans la vie. Oui. Ne pas s'enfermer dans la difficulté, mais d'essayer d'en sortir en cherchant la solution, parce que au fond, il y en a quand même toujours d'une façon ou d'une autre. Oui, et alors ce qui est intéressant, c'est que juste on fait une petite analyse de ça. Au lieu de dire pour éviter le problème, il va dire pour résoudre le problème. Mais il va pas tomber dans l'erreur que nous faisons aujourd'hui avec ce qu'on appelle la pensée positive, qui va plus loin et qui veut nier le problème. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, au lieu de dire pour résoudre le problème, où on dit tiens, il y a un problème, on va le résoudre, là c'est positif. Hein? On dit il n'y a pas de problème. On va dire par exemple pour développer des solutions liées à la distribution. Vous voyez, on va dire pour développer des solutions au lieu de dire pour résoudre le problème. Et ça, je pense que être le mieux est l'ennemi du bien. On va trop loin dans la pensée qu'on veut positive. Et on veut occulter les problèmes alors qu'il faut simplement dire oui, il y a un problème, on va le résoudre. Hein? Et c'est vrai que Marcel Pagnol, lui, quand il avait des envies, parce que c'est quelqu'un qui est mu par un grand sentiment de liberté, il a envie d'accomplir beaucoup de choses. Hein? Et quand il construit ses studios, il dit j'étais le professeur, je n'en savais rien. J'ai résolu un assez grand nombre de problèmes insolubles parce que je ne savais pas que c'était des problèmes et que tous ceux qui travaillaient avec moi ne le savaient pas non plus. Et rien n'est impossible aux ignorants s'ils ont l'enthousiasme et la passion d'agir. Et ça, c'est important aussi. C'est-à-dire que pas tout le temps se heurter et croire qu'il y a un problème. Non, on a quelque chose en face, on n'a pas un problème. On ne trouve pas la solution, on y va, on essaie, on va trouver une manière de faire. Et d'ailleurs, une de ces phrases qu'il répétait souvent, c'était les enfants, nous sommes les plus forts et personne ne peut rien contre nous. Et voilà. Et ça, c'est voilà. Dès qu'il y avait un petit souci, hein, que ce soit en famille, que ce soit au travail, il répétait ça. Les enfants, nous sommes les plus forts et personne ne peut rien contre vous. Voilà, ça c'est Marcel Pagnol complètement dans toute sa force, hein, qui a permis de s'élever et de faire aigre. C'était ça, faire aigre. Ils sont les plus forts. Ils faisaient aigre au bon endroit. Et c'était quelqu'un, donc, je disais tout à l'heure, qui avait besoin de liberté. Il avait besoin de liberté. Et jeune, il disait, je veux être millionnaire. Mais il voulait pas être millionnaire pour l'argent. Il voulait être millionnaire pour pouvoir faire, pour pouvoir agir. Et c'est vrai qu'il a construit, donc, quand il a eu la chance que ses pièces marchent, le Marchand de gloire, Topaz, Marius, et là, de suite, il arrête l'enseignement, bien que son vœu était de vouloir rester professeur. Il a dit, on l'a entendu tout à l'heure, mon rêve aurait été d'être professeur titulaire à l'université d'Aix. Et c'est quelqu'un, et ce qui est important, qui est resté enseignant, qui est resté professeur, et avec la grande noblesse du professeur qui est de transmettre. Et c'est quelqu'un qui effectivement a transmis sa passion de la vie et sa force de vie. Et pour lui, considérer à la base que c'était un Provençal, hein, qui parlait le Provençal avec ses grands-parents. Et le Provençal vient du latin. Et pour lui, le latin était une base essentielle de l'éducation, de l'instruction.
Je vous envoie une petite vidéo. Ah oui, Jaume, tu peux lancer donc la petite vidéo, le latin, les humanités. Voilà, qui illustre ce propos de Marcel Pagnol sur voilà. Ah, ça a coupé. Non, j'ai coupé la vidéo. Oui, moi, j'ai rien du tout. Moi non plus. Je demande donc à Jaume, je ne sais pas s'il m'entend, de lancer la troisième vidéo qui est le latin, les humanités. Et voilà. Voilà. Il me semble dans la vie, c'est peut-être un point de vue personnel, qu'il y a deux sortes de gens parmi ceux que je fréquente. De gens parmi C'est saccadé, ça passe pas bien. Ça passe pas bien. Il me semble dans la vie, c'est peut-être un point de vue un peu personnel. Il me semble dans la vie, c'est peut-être un point de vue un peu personnel, qu'il y a deux sortes de gens parmi ceux que je fréquente. Il y a Tu m'entends là? Oui, je suis revenu là, il y a des soucis. Alors, il s'est passé deux fois. Une première fois, je pense presque entièrement, et la deuxième fois partiellement. Et les gens disent qu'il y a des moments où ça passe et c'est coupé, quoi. Alors, moi, j'ai trouvé une phrase que tu as soulignée sur l'amour de la vie de Marcel Pagnol. Il disait que cet amour de la vie, c'est la seule base possible de civilisation et de progrès. Et c'est vrai, parce que c'est ce qui donne de l'imagination, de la créativité et qui fait avancer. Lui s'est situé après le cinéma muet et il a été au début du cinéma parlant. Alors que je crois qu'il avait été attaqué par tous ceux qui étaient dans le muet en disant que le parlant, c'était la fin du théâtre. C'était un peu ça, non? Oui, mais c'est d'ailleurs, c'est un peu le problème de l'optimiste. C'est l'écueil de l'optimisme. Certes, il faut être optimiste, mais là, on le voit quand il est rue Blanche, quand il y a Pierre Blanchard vient le voir pour lui dire il y a un truc extraordinaire, c'est de cinéma parlant, va voir à Londres film Broadway's Melody, et il va le voir 4 fois, il va le voir 4 fois, il va rentrer et il va dire c'est génial pour l'art dramatique, c'est fabuleux. Et il va aller voir les gens du théâtre, les SACD, alors disant c'est génial, on a un nouvel outil qui est fabuleux. Il y va avec un enthousiasme de sa jeunesse. Hein. Il a à peine 30 ans. Hein. Avec l'enthousiasme de sa jeunesse, il va voir les gens du théâtre et SACD, alors disant voilà, j'ai vu un film parlant, c'est l'avenir de notre écriture, il faut écrire pour le cinéma. Et donc il croyait être accueilli à bras ouverts dans cet élan optimiste. On le fout dehors. On le traite de renégat, comment tu gagnes du pognon grâce à ton Topaz et Marius et tu traites vraiment le théâtre, tu veux abandonner le théâtre, t'es un salaud, etc. Quoi. Donc il est renié par ses pairs au niveau du théâtre. Alors il dit bon, alors je vais aller voir les gens du cinéma. Ils vont m'accueillir puisque le cinéma va devenir parlant, ils vont avoir besoin d'auteurs dramatiques. Bien sûr. Mais là, les gens qu'il va rencontrer, il va rencontrer les gens du cinéma, mais qui étaient muets et qui avaient peur du parlant.
parce que notamment les acteurs de muet, c'était extraordinaire, mais souvent ils racontaient n'importe quoi, ils faisaient des dialogues n'importe quoi dans des d'ailleurs, il y a une anecdote à ce propos. Il y avait des sourds et muets qui regardaient un film muet et qui rigolaient dans une scène absolument dramatique, parce que et on ne comprenait pas pourquoi ils rigolaient, mais parce qu'eux ils lisaient sur les lèvres. Et ce que disaient les personnes n'avait rien à voir avec ce que les gens jouaient. Donc les gens du cinéma parlant avaient quand même une peur, les gens du cinéma muet, une peur du cinéma parlant. Et donc ils ont porté Pagnol en triomphe, oui, mais hop, dans la rue. Ils l'ont déposé. Donc il avait été renié et par le théâtre et par le cinéma. Et ça, malgré, c'est un peu l'écueil de l'optimisme. Voilà, ça c'est. Mais voilà, il persévère. Il a continué, il a réussi au fond. Oui. D'une manière extraordinaire. Oui, non, mais ça, il a continué parce que c'était mu par son envie, par son talent, par cette envie de faire. Il y croyait vraiment. Et il n'est pas en plus, et on le voit quand on lit, par exemple, le recueil Les Inédits de Marcel Pagnol, un recueil qu'avait édité après la mort de Marcel, Jacqueline et son fils Frédéric. Voilà, celui-là. C'est vrai que là, on découvre, je trouve qu'il est essentiel. Comme les livres, comme voilà, par exemple ce livre-là de Marcel Pagnol, là, qui a été fait par Parole et Sagesse et Mots d'Esprit par Nicolas Pagnol. Vous avez un autre aussi, celui-là qui est très intéressant, vous en parlez aussi, qui est le carnet de cinéma. Voilà, ce sont des livres posthumes, ça c'est de Nicolas Pagnol, qui permettent de mieux cerner la personnalité de Marcel Pagnol et de revoir ses films avec une plus grande profondeur, on est encore plus proche vraiment de l'œuvre et de l'homme. Et quand on parle de santé avec Marcel Pagnol, et c'est là où je vais pas faire une conclusion assez rapide, mais il est essentiel aujourd'hui de lire du Pagnol, de s'intéresser non seulement à l'homme dans sa vie, dans son comportement, comment il était avec les autres, donc dans le lien social qu'on essaye d'analyser, de comprendre, mais aussi dans ses œuvres. Et c'est vraiment quand on lit du Pagnol, on est physiquement heureux. Oui, c'est ça. Si vous avez un coup de blues, voilà, un petit coup de blues, vous prenez un passage de ces ouvrages, que ce soit des souvenirs d'enfance ou regarder un film, fatalement vous ne pouvez pas autrement être heureux. Voilà, c'est ce qui transmet. Parce que je crois, et il le disait, l'art se situe dans les lieux communs. Et ça, je pense que c'est ce qui fait toute sa force et son universalité. Vraiment, il est, voilà, dans tout ce qu'il a traité comme sujet, c'est le sujet de tous les jours que l'on rencontre tous les jours. Et donc, on se reconnaît tout le monde se reconnaît de manière simple. Il n'y a pas de meurtre. Il n'y a pas, par exemple, des scènes de meurtre. On ne voit pas de mort, de violence dans aucun film de Pagnol. Hein. Bon, et même on le voit même dans Angèle, ça n'a même pas été monté. Il n'y a pas de. Si on parle, oui, peinture. À un moment donné, qui dit qu'il a tué le Louis, bon, on le voit pas. Il n'y a pas de scène de. Voilà, on n'est pas de ce côté-là un peu noir, quoi. On n'est que dans le côté ensoleillé et fort, quoi. De la vie quotidienne. Alors, à propos de l'universalité de Pagnol, hein, oui. C'est assez étonnant, c'est que il s'intéressait aux maths, à la physique, à la thermodynamique, à la médecine. Il a écrit des choses sur la tuberculose. Il a écrit des choses sur la fonction respiratoire, des choses étonnantes. En particulier, la quantité d'oxygène que nous prenons en faisant des calculs. Enfin, c'est incroyable. À un moment, j'ai retrouvé une lettre dans les Inédits où il écrit à son médecin en lui disant « Ah ben, j'aurais aimé être médecin. J'aurais aimé être médecin. » Au fond, il aurait aimé être tout. Et pourquoi? Parce qu'il avait un amour de la vie tel que tout l'intéressait. Il n'y avait rien qui ne l'intéressait pas. Mais c'est d'ailleurs un peu ce que nous vivons, nous, dans notre association à Famille Santé Prévention. Tout nous intéresse.
comme tu l'as dit très bien au début, avec l'Organisation mondiale de la santé, pour lesquelles nous avons quand même en ce moment, je dirais, quelques doutes. Mais ce qui nous intéresse, c'est la santé du corps, la santé de l'esprit et la santé de la relation, le social. Nous vivons dans un monde où nous sommes entourés de tas de personnes, de tas de choses qui se créent et qui finissent et d'autres qui repartent. Et je crois que c'est très important cet optimisme que nous passe Marcel Pagnol et que tu nous passes ce soir. Ensuite, il avait parlé même du suffrage universel, de l'évolution des sociétés, de la stupidité des foules. Donc, attention à la foule, ne vous mêlez pas trop à la foule. Non, mais c'est incroyable. Il s'est intéressé au miel, il s'est intéressé aux abeilles comme nous, il s'est intéressé aux grains de blé, dans le sens où à un moment il disait vivre avec un grain de blé, ça pourrait résoudre beaucoup de problèmes. Les Chinois diraient avec un grain de riz. Bon, le grain de blé, vous savez que la génétique au passage, ça c'est quelque chose de passionnant. Nous l'avons appris avec le boulanger de Cucugnan. C'est que le grain de blé, si je vous demandais le nombre de gènes d'un grain de blé, et je vous souffle un peu en vous disant le nombre de gènes d'un humain, 23 000, vous allez me dire, bon, ben, c'est moins qu'un humain, on est quand même plus. Ben non, c'est 5 fois plus de gènes dans un grain de blé que dans un humain, on est compte. Et ça, ce sont des découvertes relativement récentes. Donc, Marcel Pagnol serait là, il serait absolument fasciné par tout ça. Il s'est intéressé à Montaigne également. Oui. Il a écrit quelque chose sur Montaigne, sa famille. Il est un peu à l'origine du que sais-je aussi, hein. Oui. Par tout ce que l'on peut apprendre tous les jours. Et comme tu disais, c'est un hôtel dramatique, mais avec de la tragédie et de la comédie quand même. La femme du boulanger, bon, il y a des choses très amusantes et en même temps, une tragédie, quoi. Où est-elle passée? Elle est chez sa mère alors qu'il se doute bien que… C'est très bien que non. Et c'est là où il manie le drame et le rire. Il profite du drame pour faire rire. Il a tout le temps, c'est un appui, on ne reste pas. Et c'est quelqu'un il a une qualité essentielle. Quand on lui pose la question comment il abordait par exemple pour lire un livre, il avait une grande faculté d'admiration. Ouais. C'est-à-dire que il disait ben voilà, quand j'ouvre un livre, je suis plein d'admiration et j'espère beaucoup et passer un moment extraordinaire. Et il disait je n'ai pas l'esprit de dénigrement. Je ferai un mauvais critique. Bon, il a mettait par là plein les gencives aux critiques qu'il avait bien éreinté, mais c'est vrai qu'il avait au fond il faut quand même savoir que Marcel Pagnol, bon, certes, il lisait le latin, le grec, il a quand même traduit les bucoliques de Virgile, hein, et il lisait Goethe dans le texte, et Shakespeare aussi, et il a traduit Hamlet de Shakespeare. Et quand on voit quand on compare la version scénique de Hamlet par François Victor Hugo, le fils de Victor Hugo, et le travail qu'a fait Marcel Pagnol, il n'y a pas photo. Je veux dire, il faut aller voir Shakespeare en français, mais traduit par Marcel Pagnol. Il y a tout d'un coup une vie dramatique, et c'est vrai qu'il a le sens. Et ça, bon, on n'y peut rien. D'ailleurs, c'était Blasco Ibáñez qui l'avait dit à la sortie de Monte Carlo, à la suite de la sortie de Jazz. Il avait dit, si vous êtes un auteur dramatique, on n'y peut rien, quoi. C'est magnifique. C'est le romancier espagnol. Il a ce talent. C'est un talent extraordinaire qu'il a mis au profit de sa vie, quoi, qu'il a développé, hein, qu'il a complètement. Alors, il y a une chose essentielle quand même. Je reviens sur la santé. Sur son épitaphe, il est écrit Fontes, amicos, uxorem, dislexit. Oui. Hein, oui. Et Fontes, c'est l'eau, amicos, ses amis, uxorem, c'est la femme mariée au sens d'épouse, hein, dislexit, à aimer, à adorer. Et donc, effectivement, Fontes est en premier. Il a aimé l'eau, il a cherché les sources toute sa vie. Et la question que l'on pose, quel est l'élément essentiel à la vie? C'est l'eau. La première chose, c'est l'eau. On va pas parler d'huile d'olive, de miel, de protéines. L'en premier, c'est l'eau.
Bien sûr. Et c'est vrai qu'il a cherché, et l'eau, toute sa vie, il a fait péter les collines à coups de dynamite pour trouver des sources. Et mais il était tout le temps avec sa baguette de sourcier, dès qu'il pouvait, dès qu'il avait 5 minutes, dans sa propriété, la Gaude, domaine de Lui-même l'Étoile. était sourcier, Pierre. Lui-même Oui, était. oui. Et d'ailleurs, on va demander à Jaume d'envoyer c'est la au Manon des Sources, un petit extrait de Manon des Sources, c'est 1, 2, 3, 4, c'est la 5e vidéo, titrée au, virgule, Manon des Sources. Alors, 5e vidéo. Voilà, 5e vidéo, voilà, on va pouvoir la lancer. Et comment s'appelle-t-elle? On y dit Manon des Sources. C'est évidemment pas son nom. Bien sûr que c'est pas son nom. On y dit Manon des Sources parce que son père c'était le bossu des sources. On l'appelait comme ça parce qu'on le rencontrait souvent dans la colline avec la baguette à la main, là. Quoi, c'était un vrai sorcier? C'est-à-dire qu'il cherchait de l'eau pour lui, pour sa ferme. C'est pénible. Tu m'entends là? Oui, mais elle n'est pas finie la vidéo là. C'est fini la vidéo. Elle a coupé, comme l'autre fois. Alors peut-être qu'il repasse ce qu'il peut. Est-ce que Jaume peut la relancer? Alors, oui, là voilà. Comment s'appelle-t-elle? On y dit Manon des Sources. C'est évidemment pas son nom. Bien sûr que c'est pas son nom. On y dit Manon des Sources parce que son père c'était le bossu des sources. On l'appelait comme ça parce qu'on le rencontrait souvent dans la colline avec la baguette à la main, là. Quoi, c'était un vrai sorcier? C'est-à-dire qu'il cherchait. Ouais, non, Alors ça s'est arrêté au même endroit. Hein. je vais la lancer moi pour voir. Je vais la lancer comme il me l'a mis. Je vais essayer de la lancer. Et comment s'appelle-t-elle? On y dit Manon des Sources. C'est évidemment pas son nom. Bien sûr que c'est pas son nom. On y dit Manon des Sources parce que son père c'était le bossu des sources. On l'appelait comme ça parce qu'on le rencontrait souvent dans la colline avec la baguette à la main, là. Quoi, c'était un vrai sorcier? C'est-à-dire qu'il cherchait de l'eau pour lui, pour sa ferme. Il en a trouvé? Oh, peu cher, rien du tout. C'est vrai que ces collines sont plus sèches que l'Arizona. Ça dépend. Nous, naturellement, quand on parle de sources, on ne veut pas dire les sources du Rhône. Hein. L'histoire de la Durance. On veut dire un tout petit filet d'eau qui coule de la fente d'une roche. Et qui disparaît tout de suite sous la garrigue. Et tu en connais beaucoup, toi? J'en sais au moins 7. Lesquels? Primo, celle de la perdrix. Ah, il est fort, oui. C'est celle de la fontaine. Vous n'avez qu'à suivre le tuyau et vous y arrivez tout droit. Ensuite, celle de la bombe de passe-temps. Ah, tout le monde la connaît, alors. Même les excursionnistes. Bon, ça fait 2.
Oui. Bon, vous l'avez eu jusqu'au bout? Jusqu'au bout, oui, mais l'image, la moitié, mais le son était très bon. Hein. Le son était bon. On revoyait, bon, effectivement, le papé, Henri Poupon, c'est toujours émouvant de retrouver ces acteurs de Marcel Pagnol qui étaient vraiment sa famille. Henri Poupon, Blavette, Fernand Sardou, le père de Michel, Arius Vilbert, Raymond Pellegrin. Et c'est amusant, d'ailleurs, on voit le papé, là, on le traite de couillon devant lui, quoi. Oui, oui, oui. Oui, voilà. Du sud de la France, hein. Ah, c'est magnifique, hein, oui, les couillons, oui, je suis couillon. Il y a pas de méchanceté, bon, elle est pas, oui, et tant que, on reviendra sur les boissons après, je te vois l'image figée, Henri. C'est normal? Je bouge, non. Je te vois, j'ai plus d'image de toi. Bon, je sais pas si c'est. Je me vois. Tu as des questions? Oui, j'ai des questions. Alors, on a des questions. Non, on va poser des questions. Après, on reviendra. J'enchaînerai sur les radiations qui sont importantes. Hein. Tu me fais penser pour pas. Le tellurique chez Marcel Pagnol. Voilà. Oui, le tellurique. Oui. Question, Christine. Commencer par dire, en étant le porte-parole de toutes les personnes qui sont de l'autre côté de l'écran, pas de vidéo, pas de son. Donc, on mettra à tout le monde, toutes les vidéos seront sur le site internet. Comme ça, ils pourront les voir eux-mêmes directement. C'est dommage parce qu'il y a quand même une participation assez intéressée. Tu viens de parler d'une famille pour ces acteurs et il y a des personnes qui ont dit oui, on retrouve les mêmes comédiens dans tous ces films. Donc, cette fidélité pour ces acteurs, c'est une vraie famille. Oui. Tu as parlé de son don pour écrire des scénarios ou traduire des scénarios. Quelqu'un rappelle sa collaboration avec Giono qui a donné un chef-d'œuvre. Il a écrit plusieurs chefs-d'œuvre. Il a fait Regain, Angèle, Geoffroy, et même La femme du boulanger est tirée d'un des beaux mugnes de Giono. Oui. Voilà. Mais c'est deux Provences différentes. Hein. Autant Marcel Pagnol incarne, bien qu'il est dépassé par son travail, par sa vie, sa source est provençale, autant très très marseillaise, et donc la Treille, on est dans les collines, on est près de la mer, on voit la mer. Autant Jean Giono est dans l'arrière-pays de Provence. Manosque, derrière les gorges du Verdon, un endroit beaucoup plus, je dirais, rural et beaucoup plus froid, presque plus montagnard, où le Mistral vraiment pique l'hiver et le mot piquer est vraiment juste. Et c'est deux comportements et deux attitudes un peu différentes qui s'entendaient, qui ne s'entendaient pas, qui s'entendaient, qui ne s'entendaient pas, mais qui ont œuvré dans le même sens et dans l'amour, surtout de l'amour des autres, quoi, et l'amour de l'humanité, de grands humanistes, quoi. C'est ce qui les unit, quoi. D'ailleurs, sur France Culture, il y a eu quelques émissions dont une traitait justement des relations entre Giono et Pagnol, et c'est vrai, c'est intéressant d'aller approfondir et d'écouter justement ce qui a été fait sur ce sujet. Oui. Il y a d'autres questions, Christine? Alors, Sophie souligne qu'elle a lu Pagnol au primaire et que ça lui donnait le moral. Oui. Annick dit que Pagnol donne toujours une morale.
Et Sophie confirme beaucoup de moralité. Voilà. Alors, et c'est vrai, ça c'est assez, je veux dire, il faut pas oublier qu'il est issu d'une famille d'instituteurs. Ils étaient 8 instituteurs, oncles, tantes et pères, de la Troisième République. C'est-à-dire qu'on a une instruction civique à l'époque. Voilà, qu'on appelait, oui, tout à fait, la morale, la leçon des choses, hein, qu'on appelait, et c'est vrai, quand on voit le Topaz, par exemple, l'instituteur Topaz, qui s'appelait pas Topaz au début, il s'appelait Monsieur Martinet, il s'est appelé Topaz par hasard, parce qu'il y a un copain, lui dit, mais alors, au lieu de dire Tamise qui est un autre instituteur de la pension Muche, il lui pose la question, mais au troisième acte, là, quand on Topaz, qu'est-ce que tu dis, Topaz? Non, et Tamise s'appelle. Ah oui, Tamise. Il s'était trompé. Et Marcel a dit, oh, c'est joli, Topaz. Ça me plaît. Et il a appelé sa pièce Monsieur Topaz au lieu de l'appeler La Belle et la Bête. Topaz s'appelait au départ La Belle et la Bête. Et il l'a changé en l'appelant Monsieur Topaz puis Topaz. Et effectivement, ce Topaz-là, cet instituteur, c'est l'instituteur de la Troisième République. Dans le premier acte, c'est son père, hein, dans le premier acte, pas après, bien sûr. Mais et effectivement, avec bien mal acquis, ne profite jamais. Oui. On a écrit au tableau, on va parler de la morale, et effectivement, c'est un pilier de l'œuvre et de la vie de Marcel Pagnol. Ça, c'est voilà, c'est très récurrent chez Pagnol. Hein. Voilà. Et alors, quel est le lien profond de Pagnol avec la culture provençale? Le lien, c'est déjà la naissance. La naissance, il faut quand même pas oublier, comme je disais tout à l'heure, avec ses grands-parents, ses grands-parents ne parlaient que le provençal. Ils ne parlaient pas le français. Le français, on est en 2020, il faut savoir que ça fait un siècle à peu près, un siècle, c'est-à-dire 100 ans, 4 générations, que bon, on arrive à parler tous le français, un peu correctement, plus ou moins. Oui. Mais ma mère me racontait, elle était de 1928 à l'école primaire dans les années 30, 35. Il fallait apprendre le français à l'école. On l'empêchait de parler le provençal. C'était l'occitan, c'est pareil. Moi, je suis du Toulousain, c'est l'occitan, hein, c'est une langue d'occitane. Et c'était interdit de parler les langues régionales. Et même mon grand-père lui disait en patois, quand tu parleras le français, quand tu sauras parler notre langue. Et il obligeait ma mère à parler le patois à la maison. Tu apprendras le français quand tu parleras notre langue, d'abord. Et à l'école, c'était le contraire. Donc, c'était un peu difficile. Et ça a été une période charnière, hein, du début du XXe siècle. C'est vraiment, on est dans un changement de vie, de culture. Et donc, pour ta question, elle est là, hein, ce qui lie vraiment Pagnol à la culture provençale, c'est sa naissance, hein, et sa vie profonde. Il parle provençal en même temps qu'il apprend le français. Hein. Bien sûr, il apprend le français à l'école parce que son père est instituteur et on le retrouve, on n'a qu'à le lire, il le dit dans La gloire de mon père, il a appris le français tout seul, à lire tout seul, parce qu'on le posait là, et à force de voir les lettres, etc., et comme c'était quelqu'un de très intelligent, il a appris le français tout seul, mais il parlait le provençal, hein, et ça c'est ce qui le lie complètement à la culture provençale. Mais est-ce que son père l'a eu comme élève? Alors il était dans la classe de son père, effectivement. Au départ, il était dans la classe de son père. Et c'est vrai que surtout, alors, il avait 8, ils étaient 8 instituteurs, oncle et tante, hein. Et c'était tout le temps les devoirs, les dictées, les devoirs. Et il a vécu, c'était que ça. Il a baigné dans une atmosphère d'instruction de la langue française et de la culture, de manière, et le rêve de son père, il le dit. Mon père voulait que je fusse professeur. Oui, c'est ça. À noter l'emploi de l'imparfait du subjonctif. Oui, je fusse. Il part aujourd'hui en désuétude. Aujourd'hui, beaucoup de gens diraient mon père voulait que je sois professeur. Non, là, il n'y a pas de concordance de temps. Mon père veut que je sois présent du subjonctif. Mon père veut que je sois professeur. Mon père voulait que je fusse professeur. Et là, je trouve que aujourd'hui, ces petites choses-là,
Aujourd'hui, il faut les souligner. Parce que la beauté de notre langue, elle est là, dans ces petits détails, dans ces petites concordances de temps. Mon père voulait que je fusse chercheur. Et aujourd'hui, ça paraîtra ringard. On va dire, ouais, t'es un vieux conservateur, un vieux réac, alors que on va être considéré de cette manière-là, un vieux réac, un vieux conservateur, parce qu'on va vouloir parler avec l'impartialité. Alors que c'est magnifique, c'est beau. Il y a une tendresse, il y a une poésie. Voilà. Moi, voilà, je réagis un peu à ça, mais c'est tellement magnifique quand on entend Pagnol dire ça. Mon père voulait que je suis intéressé beaucoup à Fleming et à la découverte des antibiotiques quand ils sont arrivés après la guerre. Il a transformé complètement, par exemple, la tuberculose. Il a vécu, je dirais, avant que le traitement antibiotique de la tuberculose soit là, les sanatoriums, etc. Donc, moi, personnellement, j'ai vécu la fin des sanatoriums qui avaient commencé en 1870, grosso modo, sous Napoléon III, et qui ont fini en 1970. Bon, j'ai vécu le passage de la tuberculose dont on mourait fréquemment et dans toutes les familles il y avait des cas à la guérison par les traitements antibiotiques. Ça c'est quelque chose de très important de voir comment il s'est intéressé à la recherche. Il s'est aussi intéressé à la vie de Charles Nicolle, qui était de l'Institut Pasteur sur la cause du typhus, etc. Donc, il s'est beaucoup intéressé à tout ce qui est le domaine de la santé. Ça, c'est absolument incroyable. C'est bien son universalité. Et même, il dépasse la santé puisqu'il va même dans les sciences et dans la technique aussi, surtout. Dans les sciences, effectivement, la technique. Il avait construit une voiture qu'il appelait la Topazette. La Topazette, elle avait combien de places? C'était 3 places, j'avais noté. 3 places, 3 litres au 100, 3 chevaux, 3 roues, 30 km/h, et elle a fait 3 tonneaux aux essais du parcours Borelli. C'est lui qui l'avait créé? Oui, alors, mais il avait créé, il l'avait construite, il avait construit la Topazette. Et elle a tourné, bon après les 3 tonneaux, ça a été un peu plus difficile. Et il avait même, sa recherche, c'était un scientifique, mais sa grande recherche, toute sa vie, hormis les sources, c'était le mouvement perpétuel. Et alors, avec l'idée d'un élastique, on tend un élastique, et cet élastique, quand il se détend, il a fait tendre un autre, qui refait tendre l'autre, etc. Donc comme ça, il avait fait monter un moteur. Il avait, d'ailleurs, il est arrivé, c'était au 122 boulevard Murat, en construisant justement une espèce de moteur à mouvement perpétuel, l'arbre de transmission est parti dans le plafond et est tapé dans la baignoire de l'occupant de la personne qui habitait au-dessus. Et tu sais qui était la personne qui habitait au-dessus? Qui ne se connaissait pas. Oui. C'était André Malraux. André Malraux, oui. Et le piston est allé taper dans la baignoire. Alors, heureusement, il n'était pas dans la baignoire, le brave André Malraux. Et en plus, elle était remplie de livres. Donc, ça va. Il n'y a pas eu trop de dégâts. Mais c'est vrai qu'il était, voilà, il était vraiment, il recherchait vraiment la science. Il se posait tout le temps des questions. Et notamment, on parlait de l'eau tout à l'heure, mais, il pensait, qu'il y avait des radiations partout et qu'il y avait d'énormes influences de toutes les radiations, et notamment par l'électricité, mais aussi surtout les ondes telluriques. Et il pensait que le climat, par exemple, c'était pas, il fallait pas s'occuper du climat uniquement de l'atmosphère, que ça venait aussi du centre de la Terre, quoi. Hein. Et il disait notamment, nous sommes toujours des canards danseurs. Il pensait que l'humanité était des canards danseurs. Parce que c'est une anecdote, ça, je te la fais rapidement. C'était au temps de son père, il y avait un instituteur qui était tombé amoureux d'une fille de forain. Oui. Et donc il est parti. Donc elle s'occupait de la roue de la fortune. Hein, et donc il est allé la remplacer, il est allé avec elle, il est parti, il a arrêté l'enseignement, il est allé vivre avec les forains et il a lancé la roue de la fortune. Mais c'était donc les gens gagnaient du sucre, des bouteilles de mousseux, etc. Mais vu la vitesse à laquelle diminuaient les stocks de mousseux et de sucre, il a fallu changer quoi, parce qu'il n'avait pas le coup de main de sa femme qui savait arrêter lancer la roue pour qu'elle tombe au mot perdu. Et donc il avait inventé une attraction
parce qu'il fallait bien qu'il fasse quelque chose, une autre action pour faire venir les gens gratuite qui étaient des canards danseurs. Dans une cage, il y avait des canards sur de la paille. Sous cette paille, il y avait de la tôle qu'on ne voyait pas, il y avait des canards comme ça. Il expliquait aux gens, voilà, ce sont des canards danseurs. Mais, pour l'instant, ils dansent pas parce que ils viennent d'Amérique. Ce sont des dancing ducks. Et au mot dancing duck, il y avait des canards, ploum, 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 ploum. Et il y avait un collègue à lui, il y avait un réchaud à gaz sous la tôle. Et dès qu'il disait dancing duck, il lançait le réchaud, ça faisait chauffer la plaque et alors sur les canards. C'est un peu trop, quoi. Et après il arrêtait, etc. Et voilà, c'était l'attraction. Mais Pagnol pensait vraiment que cette idée était, il pensait que les êtres humains, on était des dancing ducks, on était des canards danseurs et que, suivant l'endroit où on était, on avait des radiations qui nous pénétraient et qui nous faisaient, voilà, qui nous faisait évoluer de manière différente, voilà. D'où le fait qu'il était un peu radiesthésiste aussi à la recherche. Oui. Comme le père de Rocard, pareil, c'était un était physicien. Il se posait, c'est pas qu'il l'était, c'est que il se posait des questions et c'était pas de quelqu'un de fermé. Il se disait, dans la mesure où il y a pas de réponse vraiment nette, bien précise à un problème, mais pourquoi ne pas prendre même une solution complètement farfelue? Il faut quand même l'étudier, même si elle est farfelue. Il faut quand même, donc, il ne s'interdisait pas il se dit, je suis bête, mais bon, c'est peut-être ma bêtise qui va me faire donner une bonne idée, quoi. Alors, sur le plan scientifique, ça a un nom. Aujourd'hui, ça s'appelle la preuve de concept. C'est-à-dire qu'on part d'une manière tout à fait empirique avec une idée, on va essayer quelque chose, et puis au bout de cet essai, on va dire ben non, il n'y a pas de preuve que ça marche, donc la preuve de concept est négative. À l'inverse, ça peut être une preuve de concept positive, et après cette preuve de concept, on arrive à la phase 1, puis la phase 2, puis la phase 3, qui sont les phases légales. C'est ce que nous avons pu vivre récemment avec un problème qui n'est pas un problème médicamenteux, mais qui est un produit qui permet aux personnes de mieux dormir. Et à ce sujet, d'ailleurs, Marcel Pagnol parlait beaucoup du sommeil pour l'équilibre, le sommeil réparateur. Là-dessus, je dirais, il voit des choses que l'on voit aujourd'hui qui paraissent totalement évidentes. Alors, il y a une question sur laquelle j'aimerais que tu viennes, c'est comment est-il arrivé, on comprend après, mais à l'Académie française? Il y est arrivé, il en avait fait, c'est Janson qui avait dit, il y avait des personnes qui étaient déjà cliniciens qui lui disaient quand même, ça serait bien qu'il faut qu'il en fasse la demande. Bon, et c'est vrai c'est lui qui a fait la demande d'être académicien. Ah, c'est obligatoire. Non, mais c'est obligatoire. Oui, c'est lui qui a fait, mais pour l'envoi de la lettre, pour l'envoi de la lettre, c'est pas lui qui l'a envoyé. Voilà, il s'est aperçu, il était laissé céder, il l'avait mis sur le bureau, et quand il est revenu à son bureau, la lettre de demande n'y était plus. Voilà, voilà. Et après, il a été donc, il aimait l'académie. C'était vraiment, et surtout voilà, parce il retrouve des physiciens, il retrouve voilà, donc il retrouve des personnes. Il retrouve. Voilà. Et donc, il se retrouve dans un peu je veux dire, sur les bancs de l'école, entre guillemets, hein, avec des atomes crochus, avec des personnes avec lesquelles il partage des intérêts, communs, voilà, Donc, il va faire l'éloge d'un ancien académicien auquel il a succédé. D'accord? Oui. Maurice Donnet, oui. Il fait l'éloge de qui? Maurice Donnet. Ah, Maurice Donnet. Oui. Qui était quoi, dans quelle discipline? Oui, qui avait écrit des pièces, etc., qui avait été un auteur dramatique, et donc il était dans son domaine, quoi. Oui, tout à fait. Et après, donc, oui, celui qui avait introduit, on les retrouve d'ailleurs, les textes dans qu'on retrouve, je crois, dans les Confidences, je crois, il y a Critique des critiques, et après il y a les discours de l'Académie française qui ont été prononcés par Marcel Pagnol pour Marcel Achard,
voilà, quand Marcel Achard est rentré à l'Académie française, parce que c'est lui qui l'avait fait venir, qui était un grand ami de Marcel Pagnol. Marcel Achard, donc oui, tout à fait. Il a intronisé, c'est ça. Voilà. Voilà. Mais pour en revenir, si tu veux, on était parti de l'eau. Il y a d'autres boissons aussi, parce que c'est assez succulent. Et je te propose de l'envoyer, qui est très provençal, c'est l'élixir du révérend père Gaucher. Ah oui, très bon. Oui. Qui est, si tu veux, Jean-Marc de le faire passer, c'est quel numéro? Je l'envoie ou là c'est. Laisse-le faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La 9. Je pense que c'est ça. Il y a pluriel. Je l'envoie. Voilà. Voilà, c'est ça. À la prospérité de notre cher abbaye. Oh merde. Alors, ça a coupé. Une image fixe. Essaye de la repasser toi maintenant pour voir. À la prospérité Il la repasse. de notre cher abbaye. Amen. Oui. Eh bien, mon révérendissime Bon, donc je vais essayer de la renvoyer. Bon, je vais essayer de la renvoyer moi, pour voir comme c'est. Non, mais ça passera pas. Là, on avait un peu d'image. Mais... Vas-y. À la prospérité. Et si ça passe pas là, on voit Rélis, Robert Vattier qui jouait Monsieur Brun dans la trilogie. Voilà. Voilà. Jean Toscan.
Ah, ça a coupé là. Ouais, ça a coupé là. Ça a coupé. Je t'entends plus. Je disais que j'ai beaucoup aimé le velours dans la gargamelle. Velours de Gargamel, oui. Une expression magnifique qui montre bien. Et puis alors, les gencives qui sont caressées également. On voit bien que Marcel Pagnol connaît bien ce qui se passe dans notre Et palais. non, en plus, il dit, mais ça sonne, parce qu'à la fin, il dit, ah, ça en est coupé là, tu m'entends? Oui, je t'entends, oui. Et non, après, il y a donc le père Sylvestre qui est tout le temps râleur, etc. Mais ça guérit quoi? Et il dit, ça guérit la peste, le choléra, le mal aux dents, etc. Ça guérit tout. Et alors après, il dit, on pourrait l'appeler le remède de Tante Bégon. Oui. Tu dis, non, remède, d'habitude, les remèdes de vieille tante, ça fait purge. Non, on va l'appeler, comment, il cherche le nom, et il l'appelle élixir. D'ailleurs, Marcel Pagnol ne disait pas élixir, il disait élixir. Élixir, oui. Élixir, il dit élixir. Ça repasse. Ah, ça repasse. C'est pas grave, parce que ça dure. C'est pas grave. Elle va recouper, hein. On peut pas la prendre au milieu, quoi. Et donc, bon, c'est pas la peine d'y revenir, ça c'est pas la peine. Est-ce que tu en avais une autre encore à montrer, Pierre? Oui. Et là, je peux malheureusement, ça y est. Bon, je vais montrer dans le même domaine au niveau qui est intéressant au niveau de l'apéritif. Là, c'est voir César quand même, avec ce qui est le pendant de Marius, la partie de cartes en César. Et là où on va passer justement du rire au drame avec quelque chose qui est extraordinaire et là où on voit où on voit le talent de cinéaste de Marcel Pagnol avec un gros plan sur la chaise où César va parler à la chaise. Et là, on a un travail on n'a pas un travail de metteur en scène là, on a un travail vraiment de cinéaste. On a une connexion faible là pour l'instant. Je sais pas si je l'envoie. Tu m'entends? Voilà, oui, je t'entends très bien, oui. Voilà. Je vais essayer de l'envoyer, hein. Play vidéo, même. Voilà. Voilà. Messieurs, j'ai la prétention de connaître mon métier. Évidemment. Eh oui, ça personne n'oserait le discuter. Je ne dirais pas que l'apéritif est un remède comme celui de Dauphin de Morue. Non. Mais je dis c'est meilleur et ça ne fait pas plus de mal. Enfin, c'est meilleur au goût. Ah, nous sommes d'accord sur ce point. Et quand je dis que ça ne fait pas plus de mal, il faut que je m'explique. Merci. On dit que l'apéritif attaque le foie. Ah, tous les apéritifs sont faits avec des plantes. Alors, on a le rire là, et là. Absinthe, gentiane, sauge, anis, orange, plus l'alcool. Essence de vigne, plante. Je suis d'accord. Oh, messieurs, ces plantes n'ont pas de foie. Elles n'ont pas vu de foie. Elles ne savent pas ce que c'est qu'un foie. Moi non plus, d'ailleurs. Ne me coupe pas que j'explique. Seulement maintenant. Elles ne savent pas ce que c'est qu'un foie.
Eh bien, monsieur Brun, vous ne me ferez pas croire que ces plantes sont l'ennemi du foie qu'elles ne connaissent pas. Oui. Ils savent pas quoi répondre, pas dire. Mon cher César, je saurais très bien quoi dire. Je serais même tenté de vous répondre que votre raisonnement est absurde. Pourquoi? L'acide sulfurique n'a jamais vu le cuivre. Et pourtant, si vous versez de l'acide sur une plaque de cuivre, l'acide attaque la plaque. Cette comparaison n'a aucun rapport avec les apéritifs. Si vous voulez. Comment si je veux pas? Pardon, monsieur Brun. Nous parlons scientifiquement. Cette conversation échappe peut-être à Escarpe. Qui échappe? Mais je vous entends. Oui, tu nous entends, mais tu ne comprends pas. C'est une conversation qui passe au-dessus de ta tête. Alors, monsieur Brun, pouvez-vous me dire le rapport qu'il y a entre les apéritifs et l'acide sulfurique? Il est peut-être plus grand qu'on ne croit. Ah, vous êtes bien lyonnais, alors. Un tout carreau, 3 pour moi. L'acide sulfurique. Du pic sulfurique. Alors, tu fous. Alors, cette fois, il est mort. C'est seulement maintenant que j'ai compris. Eh oui. Cette chaise vide est plus triste que son tombeau. Les poètes l'ont dit déjà. En souvenir de lui, écoutez 4 vers de Sully Prudhomme. C'est un grand écrivain, un grand poète, qui maintenant est considéré comme un imbécile. Écoutez, c'est au premier regard porté en famille autour de la table. Oui. Alors, cette partie de cartes est évidemment, on ne l'a pas vue intégralement. Hein. Oui. On a entendu, mais on n'a pas vu. Donc, ça sera sur le site de telle façon que tout le monde puisse le revoir intégralement et sans difficulté. Donc, je pense que, Pierre, on va peut-être faire une conclusion sur Marcel Pagnol avant que je ne puisse annoncer les 2 prochains webinaires, un demain et un après-demain. Eh bien, je ferai deux conclusions, puis après on peut essayer une dernière vidéo qui dure 30 secondes, qui conclut bien. Pour être en bonne santé, c'est essentiel de lire Marcel Pagnol, d'écouter, de revoir tous ses films, et après aussi d'aller au théâtre. Il y a des compagnies, je pense à la compagnie Méthode de Jacques-Claude Baudraco, qui œuvre non seulement en France, mais en Suisse, en Belgique, à Réunion, qui bouge beaucoup, et qui a vraiment gardé l'esprit de troupe de Marcel Pagnol et qui redonne vie à tous ces personnages qu'a créé Marcel Pagnol et qui sont immortels. Au grand regret justement de Marcel Pagnol, qui disait, ben oui, Marius est immortel, mais moi pas, mais je suis immortel, mais pas mortel, quoi. Il disait, voilà, c'était un peu son regret qu'il fait dire d'ailleurs à Panis dans César. La mort, ça me fait pas peur, mais ça me fait peine de quitter la vie. Donc voilà, il faut absolument essayer de faire durer son œuvre et aller voir le site de Marcel Pagnol, des habits de Pagnol, tenus par Nicolas Pagnol, et même participer il y a un fonds de dotation pour restaurer surtout les films, parce qu'on est en train de perdre les négatifs. Petit à petit ont été restaurés, la trilogie, La femme du boulanger, bon, mais d'autres doivent être restaurés. Ça nécessite beaucoup de fonds, et avant que tout parte dans le domaine public, si on peut vraiment aider à la restauration de ces films, c'est extraordinaire. Donc voilà, il faut lire du Pagnol, parce que ça rend physiquement heureux, et faire un peu comme Voltaire disait, voilà, je me suis mis à être heureux pour être en bonne santé. C'est une lettre à l'abbé Trublet, en 1761, si je me rappelle bien. Donc voilà, en conclusion, lisez, et voilà, du Pagnol. Voilà. Retenons cette phrase, l'amour de la vie, c'est la seule base possible de la civilisation et du progrès. Tout à fait. Que nous avons essayé humblement de faire revivre ce soir, avec des problèmes techniques dont nous nous excusons.
Prévention. Mais sachez que vous aurez tout ça sur le site de l'association Famille Santé Prévention. Donc Pierre, un grand merci parce que je sais que ça t'a donné beaucoup de travail pour préparer tout ça. C'est dommage que ces connexions, alors est-ce que c'est dû à des flux parce qu'il y a trop de personnes à ces heures-ci, je ne sais pas le détail, mais vous retrouverez tout ça sur le site et je vous annonce tout de suite les deux. Et juste avant que tu l'annonces, pour finir sur Pagnol, je t'envoie la dernière, qui vient du château de ma mère. Hein. D'accord. Essayez de la lancer. Ouais, il parle de Lily Desbellons, son ami d'enfance qu'il a perdu et il parle de son frère Paul qui n'a pas pu l'accompagner au cimetière. Voilà, juste là-dessus. C'est la fin du château de ma mère. Hein. Voilà, voilà, on va voir. Voilà. Mon cher Lily ne l'accompagne pas avec moi. Petit cimetière de la Treille. Car il y a des années. Moi, c'est avec coupé. Oui. C'est la fin. Ah ben, elle est arrivée jusqu'au bout, là. Elle est arrivée, moi, je l'ai jusqu'au bout. Moi, je l'ai pas vu alors. Bon, c'est pas grave. Bon, simplement, je voudrais, d'une part, Pierre, te remercier pour tout ce que tu as fait comme travail pour nous présenter ça humblement, mais difficilement, avec tous les problèmes techniques que nous avons eus. Et je voudrais simplement rappeler que demain, il y a un webinaire que je ferai sur les problèmes du soleil, de l'été, tout ce que le soleil nous apporte au niveau de la santé, mais aussi quels sont ses dangers. Nous parlerons des phototypes et puis je serai avec Ludivine, docteur en pharmacie, qui déjà nous a donné beaucoup de conseils préalablement au moment du Covid-19 avec tous les médicaments en pharmacie que l'on pouvait ou l'on ne pouvait pas obtenir. Là, nous parlerons justement de toutes les crèmes, de tout ce qui est là pour protéger les enfants contre les excès de soleil. Donc demain à 21h et jusqu'à 22h30. Donc toutes les mamans, les papas qui sont en vacances, qui ont des problèmes avec le soleil pour savoir exactement quels sont les dangers, quels sont les éléments positifs. Donc, c'est pour demain à 21h. Et après-demain, c'est Jean Joyeux qui sera avec Lucie pour parler essentiellement des boissons rafraîchissantes de l'été. Attention de ne pas vous déshydrater. Sachez que les coliques néphrétiques de l'été sont malheureusement fréquentes parce que justement, on n'utilise pas suffisamment de boissons. Donc, ces boissons rafraîchissantes, on vous en parlera d'une manière scientifique, mais en même temps, que tout le monde pourront utiliser et appliquer dans la vie courante. Voilà, on va donc clore cette soirée avec beaucoup d'excuses de notre part du côté technique. Vous savez, nous ne sommes pas sur CNews, nous ne sommes pas sur antenne France 2, France 1 ou toutes ces télévisions. Nous le faisons avec les moyens du bord. Donc, merci Pierre pour toute cette préparation sur Marcel Pagnol qui nous a donné à la fois du soleil, de l'universalité et en même temps de la vie et du bonheur. Merci à vous tous qui nous avez écoutés et donc à très bientôt, peut-être à demain avec le soleil et puis ensuite avec les boissons rafraîchissantes pour le surlendemain, c'est-à-dire le mardi 7 juillet. Bonne soirée à tous. Et merci à Marcel Pagnol d'avoir être encore là. On a fait revivre, tu l'as fait revivre ce soir. Merci. Un très grand merci Pierre et à bientôt. Il était avec nous. Merci. Au revoir. Au revoir.